Bonjour à tous, bienvenue sur cette toute première vidéo Made in ARRI France. Aujourd'hui on va aborder les looks sous deux aspects. Il y aura une deuxième vidéo qui couvre l'aspect pratique de l'utilisation des looks, c'est-à-dire comment est-ce que j'importe un look dans ma caméra, comment je l'exporte, comment je le modifie, qu'est-ce que ça change selon que je suis en ProRes ou en RAW. On verra aussi comment transformer une lutte en un look et inversement et avec quel outil on peut faire tout ça. Et voilà, donc il y a pas mal de choses à voir en pratique, même si c'est assez simple, vous verrez. Mais avant ça, je me dis que c'est toujours mieux de bien comprendre la théorie pour ensuite être plus efficace dans la pratique. Et on va voir que qui dit look dit d'autres sujets qu'on va pouvoir aborder qui sont étroitement liés, qui sont essentiellement le log-C et l'exposition. Et vous allez voir qu'il y a pas mal à dire aussi sur ces deux notions. Donc c'est ce qu'on va voir même plutôt dans un premier temps avant d'aborder vraiment la partie look à proprement dite. Donc tout va tourner, vous allez le voir, autour de l'idée du workflow de l'image, c'est-à-dire vraiment le cheminement de l'image depuis le capteur jusqu'au traitement en post-production et un peu comprendre quelle place se situent les looks qui sont donc l'objet principal de la vidéo. On va voir aussi qu'est-ce qui différencie vraiment un look d'une lutte. Souvent, on emploie les deux termes pour désigner la même chose. Vous allez voir, c'est évidemment totalement lié, mais chez ARRI, on va parler vraiment de ARRI look d'un côté et puis de lutte d'un autre côté. Tout ça va être lié au sujet du log-C, qui sera sûrement le sujet le plus complexe, entre guillemets, parce que je pense que c'est intéressant de comprendre d'où vient le log-C et pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça et pourquoi est-ce qu'on l'a fabriqué. On abordera aussi, parce que le log-C y est lié, l'exposure index, donc le EI ou les ISO quand on parle un peu de manière simplifiée. Donc on verra ce sujet-là et on verra aussi qu'est-ce que ça implique quand on est soit en RAW, soit en ProRes. Donc tout d'abord, le workflow à proprement dit. Bon, le workflow ARRI, si on le décompose, on va dire qu'on part d'une optique, on arrive à un capteur, puis on va à un traitement de l'image en interne de la caméra. Ensuite, il y a deux manières de visualiser cette image. Soit vous allez faire évidemment sur votre viseur, le moniteur du viseur, ou sur un écran on-set. Et puis l'image, vous allez aussi l'enregistrer sur un média pour ensuite la traiter en post-production. Évidemment, c'est même la première chose que vous allez faire. Donc si je reprends dans l'ordre, si j'ai mis l'optique, il n'y a pas vraiment de workflow image au sens électronique de la chose, mais si j'ai mis une optique, c'est parce qu'il faut rappeler l'importance du diaph, et comme on abordera l'exposition un peu après, rappeler qu'une exposition passe d'abord par un diaph bien choisi, enfin un diaph et des filtres ND, etc. Mais il y a une partie évidemment physique, optique, qui rentre en jeu, et si jamais vous ratez votre exposition dès le départ au niveau de l'optique, ça va être en tout cas plus compliqué à rattraper ensuite. Ensuite, on va bien différencier ce qui se passe au niveau du capteur, de l'électronique du capteur et vraiment de la captation de la lumière par le capteur, et puis du traitement qu'on en fait derrière. Donc le traitement, il sera différent selon que vous voulez le visualiser sur un écran ou sur votre viseur, ou que vous voulez l'enregistrer sur votre carte, et c'est même un peu ce qui va être clé, on va le voir. Donc la première chose très importante à dire, c'est que ce qui se passe au niveau du capteur, la physique du capteur et ce qui se passe au niveau des photosites et de la réception de la lumière, ce n'est pas encore une image. Une image, ensuite, il faut traiter toutes les données que le capteur a pour en sortir une image. Et c'est là où il y a mille et une manières de sortir une image de ce que le capteur a décidé. Mais donc, c'est là où, avec ce schéma, je voulais vraiment différencier les datas qui arrivent au capteur et le traitement qui suit pour finir par obtenir l'image que vous souhaitez. Et c'est différent selon si vous voulez enregistrer ou simplement visualiser l'image. Donc si vous voulez visualiser on-set, ce que vous faites forcément, évidemment, à travers le viseur ou à travers un moniteur, il faut traiter les données brutes du capteur. Donc il faut débayeriser, faire une color correction de couleur, excusez-moi, et puis passer à la moulinette du log-C qu'on verra ensuite, et éventuellement, ou même quasi systématiquement, appliquer un look, pour ensuite pouvoir, à travers les sorties SDI ou à travers le cap du viseur, pouvoir enfin visualiser votre image. Donc il a fallu faire un traitement de l'image, transformer les données brutes du capteur en une image visible sur votre plateau. Et qu'est-ce qui se passe si vous enregistrez en RAW? Ça va être le premier cas de figure. Vous voulez enregistrer en RAW, et bien c'est peut-être finalement la slide la plus importante de
de cette partie-là, le RAW, ce n'est pas une image. Le RAW n'a pas été traité pour devenir une image visible. Ce sont les données brutes du capteur. Vous emmenez avec vous tout ce que le capteur a reçu au moment du tournage. Ce n'est pas encore une image. C'est là tout l'intérêt du RAW, c'est de pouvoir tout retraiter plus tard. Vous remettez à plus tard pas mal de choix techniques et artistiques que vous décidez de faire. Donc c'est l'idée que ça contourne. Évidemment, il y a quand même une électronique, il y a quand même quelque chose qui va permettre d'enregistrer le signal du capteur sur une carte mémoire, mais ce n'est pas encore une image. Le RAW n'est pas une image. Sauf qu'en parallèle de ça, évidemment, vous visualisez toujours une image sur votre moniteur ou sur votre viseur. Donc la caméra, évidemment, en interne, elle continue d'interpréter, ou en tout cas de transformer les données brutes RAW en une image visible sur votre viseur, avec l'intervention du look à un moment donné dans la chaîne et du log-C, qui seront les deux sujets qu'on va aborder un peu plus tard. Et vous le savez aussi, au moment du tournage, ce que vous allez décider de visualiser donc dans votre viseur ou sur votre écran, le look que vous allez appliquer, il est enregistré en métadonnées sur votre média. Donc c'est une métadonnée, rien n'est définitif. Vous pouvez toujours changer de look plus tard. Vous pouvez le faire de manière définitive, mais il faut bien aller dans le menu, le choisir. Enfin, vous ne le faites pas par accident. Vous le ferez peut-être si vous avez vraiment besoin d'un fichier qui est prêt à l'emploi en sortie de votre carte. Ça y est, il a le look intégré à l'intérieur, il est presque prêt à être diffusé pour schématiser, mais ça arrive dans très peu de cas. Le reste du temps, le look est simplement une métadonnée, un rappel de ce que vous aviez décidé au moment du plateau, et qui pourra être donc réutilisé plus tard ou non selon ce que vous avez choisi. Donc ça, c'est pour le workflow RAW. Maintenant, on va voir pour ce qui est du workflow ProRes. Bon, le ProRes, cette fois, c'est une image, c'est un traitement d'image, c'est tout l'intérêt du ProRes, c'est d'avoir quelque chose qui est déjà un peu plus prêt à l'emploi, même si vous pouvez toujours lui apporter des modifications. Donc le ProRes, il est passé par le cheminement dont on parlait, de débayerisation, de correction de couleur et de log-C. Donc le log-C est propre au ProRes, vous ne pouvez pas choisir autre chose qu'un log-C. On verra si éventuellement vous aviez décidé autre chose, mais en général, c'est évidemment le plus optimal d'utiliser ce système-là. Et en parallèle, bien sûr, vous appliquez un look, vous le visualisez, et vous avez le look en métadonnées sur le ProRes, exactement comme pour du RAW. Voilà, donc je pense que c'était pas mal de commencer par ce cheminement, en rappelant bien donc l'idée principale de ce schéma, c'est rappeler que le RAW n'est pas une image et qu'il contourne la chaîne de transformation des données. Donc vous emmenez toutes les données du capteur avec vous pour les traiter plus tard, et pour les traiter soit avec les outils que Harry met à votre disposition, soit avec d'autres outils que peuvent vous proposer les post-producteurs, les étalonneurs. Certains aiment bien évidemment repartir de zéro, refaire leur propre débayerisation, leur propre log, etc. Même si nous on estime chez Harry qu'on vous fournit les meilleurs outils possibles de débayerisation, et le log-C est pour nous le meilleur outil pour démarrer, commencer à faire une belle image. En tous les cas, c'est quelque chose qui peut être changé si vous aviez enregistré en RAW. Voilà. Donc on a vu maintenant globalement le workflow. On a dit qu'on allait aborder les looks qui sont un peu le sujet final de la vidéo, mais auparavant, vous voyez dans le schéma qu'avant les looks, il y a le log-C. Le log-C à proprement parler. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est là où on va rentrer dans la partie sûrement la plus technique de la présentation. J'espère ne pas vous perdre en chemin, mais vous allez voir, il me semble que ça peut être résumé de manière assez claire. Donc, quel est l'intérêt d'un log-C ? Ce que je résume, on pourrait évidemment le définir par plein d'autres moyens, mais c'est le meilleur compromis entre la meilleure qualité d'image possible et un poids de données le plus léger possible sans perdre cette qualité d'image. C'est là où c'est un compromis. On va voir qu'il y a beaucoup de données en arrivée sur le capteur qui peuvent en fait ne pas être utilisées et alléger grandement votre fichier. Et évidemment, ça allège très largement la post-production. Donc le log-C, c'est une manière de ne pas perdre en qualité, de garder tout ce que le signal a à vous offrir, mais dans un fichier un peu plus léger que ce que vous auriez eu si vous aviez vraiment gardé simplement en sortie de capteur toutes les données que le capteur a été capable de recevoir. Là, on va voir pourquoi, quel est l'intérêt, le log c'est donc un signal logarithmique, quel est l'intérêt de passer d'un signal linéaire à un signal logarithmique. Et tout d'abord, pourquoi est-ce que le signal est linéaire au départ ? Il est linéaire parce qu'on n'a pas le choix et parce que c'est la physique de la lumière qui est comme ça. Donc pour rappel, un photosite, on peut imaginer que c'est un peu un seau qui reçoit de la lumière et qui se remplit de lumière. Quand il est vide,
il va, à l'issue de tout le process, donner un pixel noir, il est noir, et puis quand il est rempli, il est blanc, il est saturé, et si vous continuez de l'abonder de lumière, il sera saturé, il n'ira jamais plus haut que son point blanc extrême. Et ça, c'est un remplissage linéaire, c'est la physique qui est comme ça. C'est donc un signal analogique qu'on transforme ensuite en un signal numérique. Et donc on n'a pas d'autre choix que de se plier à ce remplissage linéaire du saut du photosite. Mais on va voir que le linéaire, ça a des avantages, ou en tout cas c'est bien de commencer par ça, mais toujours est-il que c'est assez peu exploitable. Parce que si vous aviez un signal linéaire du début jusqu'à la fin, voilà l'image que vous auriez. Donc on ne voit pas grand-chose, on voit quelques hautes lumières qui apparaissent, mais évidemment on n'a absolument pas l'image qu'on aurait souhaitée. Donc ça, c'est si vous aviez été linéaire du début à la fin du traitement du signal. Et quand on passe en logarithmique, on découvre enfin l'image. Là, on n'a pas encore appliqué les couleurs à l'image. On parle vraiment de dynamique. Mais cette fois, on donne beaucoup plus d'importance aux lumières moyenne luminosité ou faible luminosité. Donc on donne vraiment l'importance au gris, au noir, etc. Et on fait en fait ressortir 98% du réel intérêt de l'image qu'on avait, parce qu'on voit bien que les hautes lumières ne constituent évidemment pas l'image, la plupart du temps, que vous souhaitez retranscrire à l'écran. Dans la vie réelle, les choses intéressantes, ça ne se passe pas toutes dans les nuages ou dans les très hautes lumières. Donc on va voir maintenant, ça c'était l'aspect pratique des choses, se rendre compte un peu de ce que ça donne à l'image, et on va voir comment agit le log-C pour rendre cette image visible. Donc on se replace à nouveau dans un cas concret, on a la scène que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire en extérieur, à la fois il fait beau, il y a un ciel bleu, il y a un bâtiment qui est très illuminé en arrière-plan. Donc ça, vous voulez pouvoir continuer de voir l'arrière-plan de votre scène, mais évidemment, ce qui vous intéresse, vous, c'est surtout les deux personnages qui sont, eux, à l'ombre de l'arbre. Et comme vous le savez certainement, l'exposition n'est pas du tout la même sous l'arbre et dans le ciel. Donc on n'a pas du tout la même luminosité. Donc si dans le ciel on est à un certain stop, on est peut-être 6 stops ou même plus en dessous au niveau des personnages qui sont sous l'arbre. Donc on reprend l'idée du seau, c'est-à-dire là vous voyez les strates jaunes qui remplissent, on peut imaginer que c'est les strates qui remplissent le seau, avec en haut les hautes lumières, on voit aussi le graphe avec du noir en bas et du blanc en haut. On est donc en analogique, ou même en fin de signal, on est plutôt en numérique, donc on va coder des valeurs de 0 jusqu'à X valeurs pour désigner le point blanc. Ici dans l'exemple c'est 65 000 et quelques. Et donc, on va pouvoir décrire les différentes strates dynamiques avec ces valeurs. Et qu'est-ce qu'on voit? En fait, on voit que les hautes lumières occupent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une part extrêmement importante du remplissage du seau. Ça, on peut le voir de deux manières. Une première manière, c'est de se rappeler que, imaginons que vous avez plutôt bien exposé votre scène, mais vous pensez qu'il faut fermer d'un diaph pour pouvoir encore mieux l'améliorer. Vous savez que fermer d'un diaph, descendre d'un stop, ça veut dire faire rentrer moitié moins de lumière sur votre capteur. C'est le principe, c'est la définition même d'un stop. Donc vous fermez votre diaph et vous faites rentrer moitié moins de lumière. Donc votre seau va être moitié moins rempli qu'à votre stop précédent. Donc vous allez déjà ne plus utiliser que la moitié des valeurs d'encodage de votre photosite. C'est-à-dire que sur les 65 000, il y a déjà 32 000 qui, quelque part, vous servent à rien, qui servent à décrire que les très hautes lumières, ou que vous allez jeter à la poubelle pour ne plus utiliser que le reste. Et encore, là, vous êtes seulement un stop en dessous. Donc imaginez 6 stops en dessous, vous divisez par 2, encore par 2, et à la fin, il vous reste relativement peu de données pour décrire le signal qui, en fait, vous intéressait véritablement, et vous avez jeté énormément de données qui correspondaient, elles, aux hautes lumières. Donc, comme je le disais, on ne peut pas faire autrement au départ, c'est un signal linéaire qui vous arrive sur le capteur, donc vous êtes bien obligé de composer avec, mais vous êtes obligé aussi de le transformer différemment. Donc ce que je disais, il y a deux manières de le voir, c'est soit on ferme le diaph, on fait rentrer moitié moins de lumière, ou juste on pense à l'image qu'on voit ici à l'écran, et on se dit, bah ok, j'ai la moitié des données qui servent à décrire les quelques petits nuages ou le bâtiment blanc derrière, et puis j'ai très très peu de mon signal pour décrire simplement les personnages, alors que c'est tout ce qui m'intéressait. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Il faut pallier à deux choses face à ça. La première chose, c'est que, vous l'avez compris, il faut avoir le plus de données au départ sur ce signal linéaire. Puisqu'on va se débarrasser d'énormément de données qui correspondent aux lumières, il faut partir avec le plus de données possible. Donc chez Harry, on a un signal 16 bits linéaire
qui est ce qu'on peut faire nous de mieux pour avoir le plus de données possible au départ sur le capteur. Donc le 16 bits linéaire, c'est ce qui correspond à la valeur de 65 535 que vous voyez. Si on était parti de 10 bits, on aurait 1024 valeurs, ce qui est divisé par 2, encore divisé par 2. À la fin, il vous reste plus que 3 petites valeurs pour décrire peut-être ce que vous vouliez. Donc voilà, la première idée, c'est de partir d'un 16 bits linéaire pour avoir le plus de valeurs possible. Et la deuxième idée, c'est là que le logarithme entre en jeu, ça va être donc d'appliquer une transformation pour passer du linéaire vers du logarithmique. Donc je vous passe la description de cette courbe, mais c'est ce qu'elle fait. Elle fait cette transformation du linéaire 16 bits vers un logarithme pour aboutir à quelque chose qui est beaucoup plus régulier ou beaucoup plus utile. C'est-à-dire qu'on donne là, à chaque stop, une même importance. Donc chaque stop a une importance égale. Et donc ce que je vous disais, gros avantage du log aussi, c'est qu'on s'est débarrassé au passage d'énormément de données qui n'étaient pas utiles, donc ne serait-ce que les 32 000 valeurs de données pour le premier stop, on n'en avait pas besoin d'autant, etc. Donc on allège énormément le signal, et on obtient à la fin un fichier qui est forcément beaucoup plus facilement exploitable en post-production et qui est beaucoup moins lourd, comme je vous le disais. Et juste pour replacer le log-C dans la chaîne, parce que j'ai parlé log et j'ai parlé log-C, c'est pas exactement la même chose. Donc pour remettre les choses dans l'ordre, au niveau du capteur, on est linéaire et on est 16 bits. Au niveau du row, c'est du logarithme, donc on est 12 bits, mais ce n'est pas encore du log-C. En fait, le log-C, c'est seulement une fois qu'on a fait la débayerisation et la correction de couleur. Donc le log-C, c'est exactement le même principe, donc c'est valable pour tout ce que je vous ai dit. C'est un logarithme, il est 12 bits, mais on parle log-C uniquement une fois qu'on a fait la débayerisation et la correction de couleur. Donc encore une fois, le log-C n'est pas directement lié au row. Le row, c'est du log, mais ce n'est pas le log-C. Le log-C, il intervient plus tard dans la chaîne ou il intervient dans le ProRes. Et dans le cas du ProRes, on va dire, selon le niveau de compression que vous choisissez pour votre ProRes, vous êtes soit dans les hauts niveaux de ProRes, vous êtes sur du 12 bits, un log-C 12 bits, et puis si vous descendez en qualité dans le ProRes, vous pouvez descendre jusqu'à un log-C 10 bits. Voilà, donc j'espère que c'était clair pour la partie logarithme et que vous comprenez mieux quand on emploie le mot log-C, pourquoi est-ce qu'on parle de logarithme. Et puis je vous passe sur l'historique du C, du cinéon et de l'histoire de Harry qui a choisi cette courbe de logarithme que vous avez vue, qu'on estime être la meilleure pour rendre les meilleures teintes chair, les meilleures hautes lumières, les meilleures basses lumières. C'est là où chaque constructeur a son propre logarithme. Chez Harry, on a un log-C qui a été d'ailleurs pas mal copié parce qu'il a eu beaucoup de succès. On va maintenant parler de l'exposition parce que je suis un peu passé vite sur les courbes que vous avez vues tout à l'heure, mais l'exposition est d'une certaine manière liée elle aussi à la notion de log-C, puisque selon l'exposure index ou la courbe d'ISO que vous allez choisir, vous n'aurez pas exactement la même réaction et vous n'aurez pas exactement le même log-C. Donc on va faire un aparté, en vérité ça mériterait sûrement un module à part parce que ça suscite énormément de débats, ce sujet. On va voir la partie théorique et puis il ne faudra pas rappeler la pratique et c'est là où il y a débat, c'est vraiment entre la notion de cas concrets, de vie pratique et puis de théorie et de fonctionnement du capteur. Donc on ne parlera pas de la courbe que vous voyez à droite, c'est une autre manière d'illustrer les graphes que vous voyez à gauche, les différentes barres. Ce graphe-là, je le trouve à la fois très clair et en même temps, il est assez contre-intuitif, donc c'est là où c'est intéressant de le comprendre. Première chose très importante, cette fois, on parle bien du log-C, donc on ne parle pas du row. Donc quand on parle d'exposure index, c'est comme un look plus tard, c'est uniquement une métadonnée lorsqu'on est en row. Donc vous pouvez, avec le row, rattraper les choses où l'exposure index n'a pas exactement une influence dans l'électronique du row. Par contre, là où en vérité, en fait, sur le terrain, elle a une influence, c'est que fonction des ISO que vous allez choisir, vous allez ensuite faire votre éclairage, votre diaph, vos filtres ND, etc. Vous allez peut-être éclairer votre scène basée sur l'exposition que vous aurez choisie, forcément. Donc ça va finalement avoir un rôle. Donc si vous choisissez une exposition et que vous éclairez votre scène en fonction de cette exposition, même si c'est du RAW, peut-être que vous allez être battu au moment de vouloir changer les choses parce que en fait, vous n'aviez pas assez de lumière sur le plateau, etc.
Donc ça a quand même une influence sur le RAW, mais stricto sensu, au niveau du capteur, c'est juste une métadonnée. Par contre, quand vous travaillez en ProRes, là, c'est véritablement une image, encore une fois, donc on a appliqué l'exposition correspondante à ce que vous aviez choisi au moment du tournage. Et donc, qu'est-ce que nous apprennent ces graphes? Il faut d'abord regarder la ligne noire horizontale que vous voyez, qui correspond à un 18% gris bien exposé. Donc, bien exposé, si vous avez votre charte grise, bien exposé sur le false color qu'on utilise pas mal, ça veut dire il apparaît en vert sur le false color. Donc vous avez fait une exposition entre guillemets optimale. Et c'est là déjà où il peut y avoir débat, c'est est-ce que c'est véritablement l'exposition que je veux? Est-ce que j'ai pas envie de donner une ambiance plus nocturne à la scène, etc. Enfin, c'est là où déjà le débat rentre en jeu. Mais d'un point de vue technique, ingénieur, on va dire, du capteur, le capteur, il veut être bien exposé, il veut être à sa juste place au niveau de la dynamique. Donc vous faites l'exposition du 18% gris correctement. Et là, on voit directement ce que ça implique de changer l'exposure index. Et si vous montez les ISO, par exemple jusqu'à 3002, vous donnez à votre capteur plus de latitude dans les hautes lumières et moins de latitude dans les basses lumières. C'est-à-dire, vous lui réservez des valeurs d'encodage qu'on a vues tout à l'heure, vous lui réservez ces valeurs-là pour décrire les hautes lumières le plus précisément possible, et du coup, il lui en reste moins pour décrire les basses lumières. Et à l'inversement, vous descendez les ISO, et là, votre capteur va être un peu battu assez rapidement dans les hautes lumières, et par contre, il aura beaucoup plus de réserve dans les basses lumières. Et là où je dis que c'est contre-intuitif, c'est que souvent, on fait l'inverse en pratique. On se dit, je suis en très basse lumière, du coup, je vais monter mes ISO. Et puis à l'inverse, peut-être qu'on se dirait, face à des trop hautes lumières, je vais baisser mes ISO parce que ça me permet de retrouver du détail dans les zones un peu trop éclairées. Et donc, il y a du vrai, évidemment, enfin, c'est même très vrai, et c'est là où il y a débat, et c'est là où la vérité se situe peut-être un peu entre les deux. Ce qu'on peut déjà dire, donc, c'est la physique du capteur qui, elle, est implacable, qui fonctionne comme ça, comme je voulais montrer. Une chose est sûre, une erreur, ce serait si vous êtes une scène, vous voulez tourner une scène à la plage avec des très hautes lumières, un beau ciel bleu, etc. Globalement, toute la scène est très illuminée. En fait, ce serait une erreur de baisser les ISO et de vouloir compenser le trop-plein de lumière en baissant les EI. Parce qu'en réalité, vous allez tout de suite écréter, même sans nécessairement vous en rendre compte au moniteur, vous allez assez vite être battu dans les hautes lumières, et c'est l'étalonneur qui, lui, va se rendre compte, et se rendre compte qu'il n'a pas du tout la matière qu'il aurait voulu dans les hautes lumières. Donc, même si c'est contre-intuitif, et même si ça peut faire apparaître du bruit, si vous êtes en fait dans une scène qui est déjà très éclairée, le bruit sera assez peu visible. Et donc, l'intérêt, c'est de monter les ISO, et évidemment de compenser les hautes lumières pour bien exposer, avec soit en fermant le diaph, soit en rajoutant des filtres, etc. Donc ça, c'est le cas simple, parce qu'en haute lumière, on peut justement contrer ces hautes lumières par des choses pratiques. Les filtres et le diaph, on peut faire rentrer un peu moins de lumière, et donc monter les ISO. En revanche, à l'inverse, en basse lumière, là, on est beaucoup plus vite battu, tout simplement parce qu'on ne peut pas mettre un filtre qui augmente la lumière, c'est pas comme ça que ça marche. Donc justement, il faudrait pouvoir rajouter de la lumière à l'image. Idéalement, vous baisseriez les ISO dans un endroit assez sombre. Ça vous permet d'avoir beaucoup moins de bruit, puisqu'on décrit mieux les basses lumières, mais il faut compenser la baisse d'ISO avec des lumières sur le plateau, mais on sait ce que c'est. Dans la vraie vie, généralement, en plus, beaucoup de scènes en basse lumière, c'est parce que vous êtes dehors, vous êtes de nuit, et il n'y a qu'un lampadaire ou que quelques bougies, et donc, en fait, vous ne pouvez pas ajouter la lumière qu'il faudrait. Donc, c'est là où c'est effectivement justifié de monter les ISO. C'est une manière de tricher, entre guillemets, de décoller un peu les noirs, de les faire apparaître sur d'autres strates que le noir sur lequel il est battu. Donc, ça va être une manière d'exposer différemment et de faire tout remonter. Le défaut, vous le savez bien, c'est que ça fait apparaître du bruit, mais ça vous sauve évidemment de beaucoup de situations. Donc ça, c'est ce qui se passe dans la vraie vie, mais encore une fois, dans un autre cas, il faudrait plutôt baisser les ISO, même si on sait que c'est toujours difficile. Et puis aussi, quand on baisse les ISO, on est rapidement battu du moment qu'il y a une source lumineuse un peu trop importante, ce qui en fait est très souvent le cas. Donc vous avez une bougie, vous avez un lampadaire, si vous baissez les ISO, vous allez vite être cramé sur les quelques points de lumière de l'image. Donc c'est, encore une fois, un peu plus difficile. Dans quel cas est-ce qu'on va baisser les ISO? En général, c'est quand vous voulez vraiment vous débarrasser du bruit. Donc si vous êtes souvent dans les configurations d'effets spéciaux ou devant un fond vert,
L'ennemi du fond vert, ça va être le bruit. Donc là, ça peut avoir vraiment un intérêt de descendre vos ISO pour vraiment minimiser le bruit. Et puis encore une fois, rattraper un peu peut-être avec de la lumière. Donc, c'est sujet à débat évidemment. La conclusion, presque la chose à retenir, c'est que si vous avez un doute, vous vous mettez à 800 ISO. Ça vous sauve dans la plupart des cas. C'est vraiment une manière de sauver le coup. C'est l'ISO natif du capteur ARRI. Bon, c'est ce qu'on dit pour simplifier. Donc voilà, si encore une fois vous avez un doute, mettez-vous à 800. Une erreur, c'est donc si vous êtes avec une scène très lumineuse de baisser les ISO. Ça, c'est pas une solution. En revanche, on sait qu'en basse lumière, monter les ISO peut évidemment avoir évidemment du sens et peut vous rattraper le coup. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire sur l'exposure index. Vous pouvez faire le test vous-même, hein, si vous éclairez une charte de gris donc au niveau vert sur le false color, vous vous amusez à changer l'exposure index, vous verrez que vous rattraperez un peu plus dans les hautes lumières ou vous sauverez un peu plus dans les basses lumières. Ça peut se vérifier de manière assez simple, cet aspect technique. Voilà, donc c'était pour l'aparté sur l'exposition, mais c'était déjà important de le préciser, je pense, et puis c'était une manière de dire que faites attention, c'est lié au log-C, donc notamment en ProRes, le choix de l'exposition a évidemment un choix qui ne sera pas nécessairement réversible ensuite. En RAW, c'est déjà un peu plus simple, mais il faut toujours être attentif à ça. Donc tous ces aspects assez techniques vus, on peut enfin rentrer dans la partie look. J'espère que vous êtes encore là, ou vous avez peut-être accéléré la vidéo pour arriver directement au vif du sujet que sont les looks. Pour les looks, on va dire, il y aura encore une fois d'autres manières de les décrire, mais il y a deux aspects qu'il faut prendre en compte. Il y a un aspect technique de limitation, vraiment qui est indépendamment de la volonté artistique, qui est la limitation de l'espace de diffusion que vous allez avoir en sortie. Selon que vous êtes sur un écran de cinéma, un écran télé qui est simplement SDR ou un écran télé qui est HDR, il y a des limitations techniques à toutes ces technologies-là. Donc déjà, un look s'inscrit dans un espace de diffusion et va être prévu pour votre écran de cinéma, pour un écran HDR, etc. Donc c'est une première chose à prendre en compte. Donc la limitation technique de la diffusion, elle va limiter la dynamique et puis l'espace colorimétrique. Donc il y a cet aspect-là du look, et puis il y a aussi l'aspect intention créative, qui en fait est l'aspect sûrement qui vous intéresse le plus, c'est quelle personnalité vous voulez donner à l'image grâce au look. Donc on revient rapidement sur les limitations techniques de la diffusion. Donc un espace couleur, pour la diffusion, il se définit par une richesse de couleurs, un point blanc et une dynamique. Donc selon l'espace dans lequel vous êtes en sortie, vous allez avoir plus ou moins de couleurs et plus ou moins de dynamique. Chez ARRI, en sortie de la caméra, donc je reprends, ARRI, la dynamique du capteur est énorme. Donc c'est pas ça qui est limitant, ce n'est pas le capteur de votre caméra qui va être limitant. Votre capteur, encore une fois, il a une dynamique très grande, il a une colorimétrie qui est très grande. Donc la caméra ARRI, elle est capable, si vous traitez bien l'image, les images seront projetées sur un écran HDR, sur un écran de cinéma, etc. Donc la limitation ne vient pas à proprement dit de la caméra, mais plutôt de la diffusion. Mais d'un autre côté, la caméra, elle vous met en sortie sur le plateau des images. Et donc on a 3 espaces de diffusion possibles quand vous choisissez dans les menus de la caméra. Vous pouvez sortir pour l'espace de diffusion Rec 709, qui est le plus couramment utilisé, qui est celui de des très grande majorité des moniteurs que vous avez sur le plateau. Mais on peut sortir aussi pour le HDR en Rec 2100 HLG ou en Rec 2100 PQ, qui sont un peu les deux standards, entre guillemets, du HDR. Donc vous avez la possibilité de sortir en SDR ou en HDR en sortie de la caméra en visu plateau. Voilà, donc ça, c'était pour l'aspect limitation de l'espace de diffusion. Maintenant, on va voir le côté intention créative du look. Donc à nouveau, je fais 2 catégories, même si on pourrait en inventer d'autres, mais je dis qu'on peut diviser en 2 les intentions du look. D'un côté, il y a le look naturel, c'est-à-dire celui que vous voulez le plus proche de la réalité, le look, entre guillemets, qui ne va pas parasiter votre vision des choses, qui va juste vous donner l'impression d'être face à la réalité, même si c'est une notion très subjective et que tout le monde voit les choses assez différemment. Mais voilà. D'un côté, il va y avoir le look naturel, et d'un autre côté, il va y avoir le look esthétique, qui a vraiment une volonté, une intention artistique derrière. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est la même chose. Dans les 2 cas, on parle d'un look, et dans les 2 cas, on parle d'un traitement de l'image pour le rendre visible sur un écran.
Et même si l'intention, c'est d'être le plus naturel possible, ça reste quelque part le choix, le fruit de choix artistiques. Donc, quand vous allez utiliser sur la caméra ARRI, la plupart du temps, le ARRI 709, ou si vous sortez un HDR, le ARRI HLG 2100 ou le ARRI PQ, ce sont des looks qui ont été créés par ARRI, qui, selon ARRI, rendent le plus fidèlement possible la scène que vous avez, tout en restant le plus neutre possible. Mais ça, c'est une création du constructeur, une création de ARRI. Un autre constructeur pourrait vous proposer une vision différente de ce qu'ils appellent un look naturel. C'est ce que vous voyez évidemment sur les autres caméras des autres constructeurs. Donc c'est un choix, évidemment, pour vous simplifier énormément les choses. On vous a créé des looks naturels pour que vous puissiez voir le plus simplement possible la scène sur un écran au moment du tournage. Mais évidemment, vous pouvez repartir de zéro ensuite et retravailler. Si le ARRI 709 ne vous convient pas, vous pouvez modifier ce ARRI 709, partir du ARRI 709 et le modifier, ou vous pouvez repartir de zéro, c'est-à-dire du log-C. Vous pouvez repartir de avant zéro et retravailler la débayorisation et retravailler le log, etc. Donc vous pouvez évidemment intervenir à chaque niveau de la chaîne, mais ce que ARRI vous fournit comme outil, c'est donc une débayorisation, un log-C et un look ARRI 709 ou ARRI HDR. Voilà, donc ça c'était pour le message. Donc vous voyez sur l'écran, vous voyez un menu de mini ou un menu de LF. Vous pouvez donc choisir votre ARRI 709, le Alexa Classic 709 qui était l'ancien, qui était plutôt sur les Alexa donc classiques, les looks ARRI vers le HDR, et puis on vous propose d'autres looks aussi dans la caméra pour un peu vous simplifier les choses si vous n'aviez pas eu le temps de préparer un look en amont par vous-même. Voilà. Maintenant, on va voir quelle est la différence entre une LUT et un look ARRI. Souvent, on emploie les deux termes pour désigner un peu la même chose, et on va voir qu'effectivement, c'est étroitement lié. Donc, à chaque fois, on va parler du log-C, puisqu'on l'a vu, un look intervient après le log-C, en tout cas dans l'environnement ARRI, qui est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Une première chose, vous pouvez ne pas appliquer le look et visualiser le log-C sur un écran. Donc, le log-C, comme vous le savez, sur un écran, il apparaît hyper délavé, hyper gris, tout simplement parce que le log-C n'est pas prévu pour être vu sur un écran. Le log-C, c'est la courbe logarithmique sur laquelle vous allez essayer de mettre, comme je vous le disais, le meilleur compromis entre la meilleure qualité d'image et un fichier un peu plus léger, etc. Le log-C, c'est vous déménagez, vous mettez tous vos affaires dans le camion, et ben c'est le camion avec toutes les affaires dedans, c'est pas encore votre futur appartement. Donc vous vérifiez que vous avez bien tout mis dans le camion. C'est une manière de voir les choses que je me fais moi pour me l'expliquer. Mais voilà, donc le log-C, c'est un outil très utile de le visualiser pour vérifier que vous n'avez rien oublié ou que vous n'êtes pas déjà cramé. Si vous êtes déjà cramé dans le log-C ou déjà sous-exposé dans le log-C, ce sera foutu pour ensuite. Donc, le log-C, c'est une manière de vérifier que vous êtes bien exposé globalement. En tout cas, c'est évidemment pas une manière de vérifier les couleurs de votre image. Donc, pour afficher des couleurs, eh ben, on rentre, ça y est, dans des choix déjà. On fait des choix. Donc, des étalonneurs vont aimer tel ou tel choix, mais il y a vraiment une volonté déjà à ce moment-là. Donc, vous pouvez choisir la volonté la plus neutre possible, donc comme je vous le disais, qui est d'appliquer le look ARRI 709 ou les looks pour le HDR. Donc là, c'est un look prêt à l'emploi qui vous permet d'avoir une image flat, comme on dit, enfin, ou en tout cas assez neutre. Et donc la troisième solution, c'est d'appliquer un look ARRI qui s'appelle ARRI Lookfile 2 ou ALF2. 2 parce qu'il y en a eu un premier dans un premier temps, mais on en est au ARRI Lookfile 2. Et de quoi est composé un ARRI Lookfile ? On va voir ça. Dans un premier temps, en fait, il y a deux cas, vous allez voir, mais dans les deux cas, il y a des paramètres CDL qui sont communes à chaque fois. Donc, qu'est-ce que c'est que les paramètres CDL ? On va les voir un peu plus en détail. Mais globalement, ce sont des paramètres de modification d'un look qui sont assez basiques, mais sans que ce soit péjoratif. Ce n'est pas un terme péjoratif, mais vous pouvez déjà modifier un look grâce aux paramètres CDL de manière assez drastique et obtenir déjà un gros changement dans votre image grâce aux paramètres CDL, qui sont donc la pente, l'offset, le power et la saturation. Et après avoir appliqué, ou après avoir modifié éventuellement les paramètres CDL, il y a deux manières de voir, mais il y en a une qu'on ne va pas voir aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet, c'est dans le monde du broadcast, eux, ils parlent beaucoup en vidéo look parameter. Donc tout ce que vous voyez là en vert sur le schéma, ce sont des paramètres que connaissent bien les broadcasters, notamment au niveau des voies de commande. Sur un RCP, ils peuvent modifier
le nid, le black gamma, etc., modifier leur image. Là, on parle aujourd'hui plutôt dans le monde on va dire de la fiction ou du tournage, où dans ces cas-là, on parle de lutte, et de lutte 3D, qui sont les luttes actuellement utilisées. Donc, vous voyez finalement qu'un look ARI, qui est l'encadré jaune que vous voyez à l'écran, un look ARI, ce sont des paramètres CDL et une lutte 3D. Donc, tout simplement, la lutte fait partie du look ARI. Donc c'est ça la différence entre une lutte et un look, c'est qu'un look, c'est une lutte plus des paramètres CDL. Ce qu'on voit, c'est qu'une lutte 3D aussi, elle est liée à un espace couleur. Et c'est à ce moment-là qu'elle va vraiment définir dans quel espace de couleur vous allez finir en diffusion. Alors que les paramètres CDL, eux, ils ne sont pas liés à un espace couleur nécessairement. Donc justement, quelle est la différence entre les deux? Ben, gros avantage des paramètres CDL, c'est que c'est universel. C'est même normé, ça a été défini par l'association, l'ASC, l'association des chefs-op américains, et c'est toujours utilisé depuis, alors que ça fait des dizaines d'années que ça existe. Certains ont cru que ça disparaîtrait peut-être, mais déjà non, parce que c'est assez puissant, enfin c'est même très puissant comme outil et très utile, et en plus cet aspect normé fait que c'est visible absolument par tous les logiciels. Tout le monde sait reconnaître des paramètres CDL, et en plus, ça n'est pas lié à un espace de couleur en particulier. Donc en gros, c'est vraiment un outil hyper polyvalent, et donc, encore une fois, assez puissant. Donc les quatre modifications que vous pouvez faire, on va le voir après, chez ARI, on vous donne un outil, qui est le ARI Color Tool, qui vous permet de modifier ces paramètres CDL très simplement. Et on va le voir aussi, vous pouvez même modifier ces paramètres CDL dans la caméra, ou en live en vous connectant en Wi-Fi depuis la caméra. Donc ça, c'était pour l'aspect CDL. Les luttes 3D, en revanche, on rentre dans le monde de l'étalonnage, dans le monde des color scientists, etc., où là, c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus chirurgical, où vous allez vraiment pouvoir appliquer des transformations de couleurs hyper précises et hyper ciblées. Donc vous allez pouvoir transformer un jaune de telle teinte, le transformer vers un vert de telle autre teinte, etc. Donc encore une fois, voilà, c'est beaucoup plus chirurgical. Là, ça demande un logiciel d'étalonnage plus poussé, donc ce n'est pas dans ARI Color Tool que vous pourrez créer des luttes, mais c'est évidemment avec ce que vous connaissez, Baselight et DaVinci Resolve, etc. Voilà, donc j'espère déjà que ça vous a expliqué une bonne chose, je veux dire, assez fondamentale, qui est le ARI Look, qui est une somme de paramètres CDL et de lutte 3D. Vous pouvez tout simplement choisir de ne pas modifier les paramètres CDL, quelqu'un vous donne une lutte, on va le voir, vous allez pouvoir passer à la moulinette la lutte et simplement la transformer en un look ARI sans modifier de paramètres CDL. Donc, encore une fois, lutte et look sont étroitement liés, évidemment. Donc, quels sont les workflows possibles, justement, pour un peu être exhaustif là-dessus, pour modifier une image ARI? Première chose, je vous l'ai dit, on peut visualiser le log C tel quel. Deuxième chose, on peut appliquer le ARI 709, on peut appliquer en gros un look assez neutre qui va simplement essayer de rendre le plus justement possible dans l'espace défini la scène que vous avez devant vous. Vous pouvez modifier les paramètres CDL du ARI 709 par exemple, et donc déjà commencer à modifier ce look ARI 709 sans passer par un Baselight ou un outil assez lourd. Depuis la caméra, vous pouvez déjà commencer un peu à travailler un look. Ou bien, vous avez travaillé une lutte à proprement parler sur un logiciel d'étalonnage, donc vous utilisez votre propre lutte personnalisée. Et enfin, vous combinez les deux, c'est-à-dire vous importez une lutte, et en plus de ça, vous modifiez la lutte en lui apportant des modifications CDL. Donc on a vu toutes les manières de pouvoir modifier un look ARI. Quand on regarde ce schéma, c'est pour voir le workflow un peu sur le terrain. Alors, il ne faut pas en avoir peur, il est assez simple en fait. On va le prendre dans l'ordre, c'est-à-dire on commence par les flèches orange en bas. Au moment de la préparation du tournage, vous allez tourner peut-être dans les futurs décors de votre fiction, et vous allez ramener ces fichiers en log C pour ensuite travailler un look à partir du log C. Donc soit vous modifiez simplement, comme je vous l'ai dit, les paramètres CDL par exemple, et vous faites ça sur ARI Color Tool, ou bien vous avez la possibilité de travailler, de créer une lutte sur un logiciel d'étalonnage. Une fois que vous avez travaillé votre lutte sur le logiciel d'étalonnage, vous la mettez dans la moulinette, comme je dis, du ARI Color Tool, et vous en sortez un look ARI. Ce look, vous le mettez sur une clé USB, et vous le réintégrez à votre caméra. Et sur votre tournage, vous vous retrouvez évidemment avec une bibliothèque de look que vous avez travaillé en amont, et que vous allez pouvoir appliquer selon la scène sur laquelle vous êtes.
Vous l'appliquez en métadonnées, comme je l'ai dit, ou en incrusté dans le fichier, mais ça se fait très peu. Et ensuite, évidemment, vous affichez sur votre écran le look si vous le voulez, vous enregistrez en RAW, c'est une métadonnée, vous enregistrez en ProRes, c'est une métadonnée, et vous avez une manière assez rapide ensuite en post-production de vous rappeler quelle était l'intention créative, puisque vous aviez déjà donné en métadonnée l'idée du look que vous vouliez. Voilà, donc ça, ce sont des méthodes de travail qui sont très courantes. Certains aiment, certains n'aiment pas. Certains aiment voir dès le départ leur image finale. D'autres, au contraire, pour qui ça peut poser un problème parce qu'on est trop influencé et puis on reste dessus. Enfin, il y a encore une fois beaucoup de débats, mais au moins, vous voyez de manière un peu pratique comment est-ce qu'on utilise ces looks. Et puis on verra ensuite, je vous montrerai évidemment sur la caméra, au niveau des menus, comment est-ce qu'on choisit, mais c'est très simple. Et on va voir aussi comment exporter ou importer des looks ou des luttes dans ARRI Color Tool. De même, c'est assez simple. Donc, je vous l'avais dit, on peut modifier les paramètres CDL dans la caméra. Alors, ce n'est pas ce qu'il y a de plus intuitif, ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais sachez quand même que c'est possible. Dans le menu de la caméra, en tout cas pour l'Amira et la Mini, vous pouvez modifier, c'est la partie du haut, les paramètres CDL. Et vous pouvez aussi, dans le cas du broadcast, c'est utile pour eux, vous pouvez aussi modifier les vidéo look parameters dont je vous parlais un peu plus tôt. Si vous êtes dans le cas, par exemple, d'une captation multicam, vous pouvez modifier votre look comme ça. Donc ça, on va le voir en pratique ensuite, mais comment importer, exporter des looks? On utilise le logiciel ARRI Color Tool. Donc c'est un logiciel qui est gratuit, que vous téléchargez sur notre site internet. Précision, le logiciel, il est limité au ProRes, pour exploiter les fichiers ProRes, et à l'espace de diffusion Rec 709. Donc si vous êtes en RAW, on va voir juste après comment le faire. Donc le logiciel ARRI Color Tool, je vous l'ai dit, vous voyez en bas, il vous permet de modifier les paramètres CDL assez simplement. Il vous permet aussi, tout comme les menus de la caméra Amira et Mini, il vous permet de changer les vidéo look parameters. Donc ça, c'est pour que vous ne soyez pas perdu dans le logiciel. Ça existe, mais sûrement que vous ne l'utiliserez pas. Ou bien, la troisième fenêtre qu'on voit, vous pouvez importer une lutte venant d'un autre logiciel. Donc, vous pouvez importer une lutte, mais pas en créer, parce que ce n'est pas un logiciel suffisamment puissant. C'est un logiciel gratuit. Il ne cherche pas à faire compétition avec les logiciels d'étalonnage, mais encore une fois, c'est un logiciel qui permet de modifier les paramètres CDL qui sont déjà grandement utiles. Si vous êtes en RAW, en revanche, vous n'utiliserez pas le ARRI Color Tool, mais en RAW, soit vous utilisez le logiciel ARRI RAW Converter, de même, il est gratuit sur notre site internet, où là, il suffit d'aller dans File et vous faites un Save Look pour exporter le look. Ou bien à partir de ARRI Meta Extract, vous pouvez extraire là à la fois le look ARRI, la CDL et le point cube. Donc c'est tout l'intérêt du Meta Extract, c'est que vous allez tout simplement sélectionner et dire je veux exporter ces trois fichiers, ce sont les trois que vous voyez en bas de l'écran. Et donc vous aurez à la fois le look qui est le point AML, ça c'est l'extension pour les looks ARRI, et en même temps ce qui compose ce look, comme je vous l'ai dit, le point CDL et le point cube qui correspond donc à une lutte. En dernière partie, on s'est dit que c'était utile de vous parler aussi de la ARRI Look Library. Donc, qu'est-ce que la ARRI Look Library? Donc, tout d'abord, il faut voir que c'est pour l'Amira et l'Alexa Mini. C'est les deux caméras, pour l'instant, dans lesquelles la Look Library a été implantée. Et donc, c'est tout simplement une bibliothèque, un catalogue de looks déjà prédéfinis qui ont été créés par ARRI pour vous simplifier la tâche et qui sont intégrés directement dans la caméra. On prend quelques exemples. Alors là, j'ai pris les exemples les plus radicaux pour que ce soit facilement visible sur un écran. Vous avez un look noir et blanc, vous avez un look qui émule le film pellicule, et même plusieurs films pellicules, un look rétro. Bon, encore une fois, je prends les plus radicaux, un look sous-marin, mais il y en a des beaucoup plus fins, évidemment, un peu plus subtils. Mais déjà, c'est une bonne manière d'avoir en métadonnées, éventuellement, enregistré un premier look, ou en métadonnées, ou tout simplement le garder jusqu'à la fin de la chaîne, utiliser un look qui a été préconçu par ARRI. Il faut noter que les looks ARRI sont prévus pour le Rec 709 aussi, donc pour sortir sur un écran HDR pour être visualisé. Donc le gros avantage, vous en doutez, c'est d'avoir un outil qui est très puissant, qui est facile d'utilisation, et un prêt à l'emploi qui fait que vous pourrez obtenir un fichier avec déjà une vraie personnalité, simplement en choisissant à partir de la bibliothèque de look depuis la caméra
tout ça. Donc ça conclut, donc ça, excusez-moi, j'ai pas terminé. Je peux vous dire donc qu'il y a 87 looks dans la Look Library. Chacun se décline en 3 intensités. Il y a plusieurs thèmes, donc par exemple plusieurs looks dans le domaine du noir et blanc, plusieurs looks dans le domaine du film négatif, des looks de teintes différentes, des looks qui imitent les saisons, qui imitent les décennies passées dans le cinéma, etc. Et si vous voulez un look autrement qu'en Rec 709, alors déjà, je sais que Baselight est capable de le faire, donc il peut vous sortir des looks dans d'autres espaces de couleurs que le 709, ou bien vous contactez Harry Media, qui sera capable de vous fournir le look dans l'espace de couleurs que vous souhaitiez. Voilà, donc globalement, ça conclut cette longue présentation. J'espère que ça a été suffisamment clair pour vous. Je vais passer maintenant, deuxième partie de la vidéo, comme je vous l'ai dit, peut-être dans une vidéo à part, je vais voir ça sur l'aspect vraiment pratique du logiciel Harry Color Tool et puis de l'utilisation dans le menu de la caméra des looks. Mais voilà, je voulais couvrir un peu l'ensemble des sujets théoriques qui sont liés au look pour que vous soyez peut-être plus à l'aise à l'utilisation en sachant d'où viennent les choses. J'estime que c'est toujours assez utile d'avoir ce socle pour comprendre la suite. Sachez que ça, c'est un module très très simplifié de ce qu'on propose chez Harry Academy. Donc, Harry Academy, ça peut être online d'ailleurs, si vous avez du temps en ce moment. On propose une réduction pendant le temps du confinement si vous voulez suivre des cours en ligne, en anglais, mais des cours dispensés par Harry à Munich. Et puis au bureau, au moins une fois par an, voire plus, on propose une formation à l'utilisation de nos caméras. Et ça, c'est évidemment un tout petit module parmi les différents modules qui composent les 3 jours de la formation. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour éventuellement vous inscrire à la prochaine session qui aura lieu et sur laquelle il y a évidemment la théorie comme je vous l'ai fait là, mais beaucoup de manipulations. Vous avez les caméras à disposition et la possibilité de les utiliser. Je vous remercie pour votre attention. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à poser maintenant des questions, à me contacter ou à mettre en commentaire, à me dire si ça vous allait, si c'est la peine de refaire d'autres vidéos sur ce format-là. Et je vous dis à très bientôt et surtout, portez-vous bien. À très vite. Au revoir.